Si on veut comprendre le mystère des pyramides d'Égypte et de toutes ces anciennes constructions et civilisations aux quatre coins du monde, il faut passer par les cathédrales gothiques. Parce que c'est comme un grand puzzle, et les cathédrales gothiques, c'est les dernières pièces de ce puzzle. C'est les dernières constructions laissées par ces anciens bâtisseurs. Et si je devais résumer tous ces mystères liés à toutes ces civilisations en même temps, toutes ces anciennes constructions en même temps, le mot ce serait Inquisition. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est l'Inquisition qui nous a fait oublier toutes les connaissances, tout notre passé en fait. Tout ce qui est lié à ces anciennes constructions, en fait, le gros point dur, pourquoi c'est mystérieux, c'est parce qu'il y a eu l'Inquisition qui nous a fait oublier tout ça. Pourquoi ? Quand un pouvoir politique veut dominer, quand un tyran veut dominer son peuple, c'est quoi pour lui l'ennemi à abattre ? C'est l'émancipation. Tout ce qui va émanciper le peuple, le tyran, les inquisiteurs vont l'effacer. Et ça a été ça le but de l'Inquisition. Ils étaient au service d'un État tyrannique, ils ont détruit tout ce qui émancipait. Et dis-toi que dans l'ancien temps, il n'y a pas plus tard qu'encore 3-4 siècles, il existait encore une tradition émancipatrice, ou une religion, si tu préfères, émancipatrice. Mais une religion conceptuellement à l'opposé des religions abrahamiques, tu vois, une religion qui émancipe. Et en fait, ces anciennes cathédrales gothiques, elles étaient dédiées à cette religion de l'émancipation. Et ça, c'était la religion des Vikings, c'était la religion des Gaulois, c'était la religion des Vandales. Et Victor Hugo le dit dans la préface de son livre Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est l'œuvre des Vandales. C'est la cathédrale des Vandales. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette ancienne religion de l'émancipation a été éliminée par les inquisiteurs, et donc l'identité des cathédrales gothiques avec. Donc les cathédrales gothiques, à l'origine, elles n'étaient pas chrétiennes. Mais on a complètement oublié notre histoire. En fait, notre peuple s'est fait violer. Psychologiquement, culturellement, on s'est fait violer. On s'est fait traumatiser. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Inquisition, c'est pas si vieux que ça. Ça a 3 à 4 siècles. En France, sur notre sol, on brûlait chaque semaine 4-5 personnes sur la place d'un village, sur la place d'une ville. Au total, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sacrifiées en Europe occidentale, il n'y a pas que la France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on obligeait les gens à regarder. Tous les gens du village étaient obligés de regarder leur sœur, leur mère, leur amie en train de brûler vive. Et on forçait aussi les enfants à regarder. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'était industriel, c'était ignoble. Mais pourquoi ils faisaient ça, les inquisiteurs ? Parce qu'ils traumatisaient le cerveau des gens. Ils forçaient un traumatisme qui allait générer une amnésie. Parce que le cerveau, pour se défendre du traumatisme, créait une amnésie pour oublier cette horreur, pour continuer à vivre. Donc en fait, voilà, le but des bûchers et des inquisiteurs, c'était de forcer une amnésie dans le cerveau des gens. Voilà. C'est ça le peuple occidental. C'est un peuple qui a été violé dans sa chair. C'est un peuple qui souffre d'une amnésie collective. Et c'est pourquoi d'ailleurs on adore ces cathédrales. Mais intérieurement, j'ai envie de dire, c'est l'inconscient. On a vu plein de gens pleurer quand Notre-Dame brûlait. Pourtant, ils connaissent pas grand-chose à l'histoire de Notre-Dame. Ils sont pas particulièrement intéressés. Mais c'est intérieur. C'est l'inconscient. Lui, il sait. Il n'a pas oublié l'inconscient. Mais mentalement, on ne sait plus rien à cause de ce traumatisme. L'Inquisition est censée être terminée depuis 1789. Mais pourtant, c'est toujours hyper difficile d'en parler. C'est toujours... Regardez Victor Hugo, en 1830 et quelques. Quand il a sorti son roman, il s'est fait déboîter, Victor Hugo. Au point qu'en fait, il est obligé d'utiliser l'allégorie et voilà, la métaphore dans son roman pour évoquer Odin, par exemple. Il ne peut même pas l'évoquer directement. Dans sa préface, il a dénoncé l'Inquisition du XVIIe siècle. Il a dit qu'on avait détruit toutes ces cathédrales, tout ce qu'ils avaient pu détruire à l'intérieur, ils l'avaient détruit. Heureusement, ils n'ont pas détruit les murs qui attestent encore de l'identité celto-viking de ces cathédrales. Mais Victor Hugo, même s'il dit que c'est les Vandales qui l'ont faite, il a quand même dû rester sur la réserve, être malin, tu vois, utiliser l'allégorie. Parce que finalement, on se demande si l'Inquisition est vraiment terminée, quoi. En tous les cas, c'est très difficile de parler de ces choses-là, on le voit bien. Donc, bon, il serait peut-être temps, quoi.
plus de 2 siècles après la Révolution, que notre peuple puisse vraiment retrouver sa mémoire, retrouver sa culture, retrouver son âme et sortir de ce traumatisme, quoi. C'est le boulot que je fais. Et bah, je vais vous raconter l'histoire authentique des cathédrales gothiques. Bref, retour dans le contexte de l'époque. Au 8e siècle, les Carolingiens ravissent le trône aux Mérovingiens, et ce, avec l'aide de l'Église catholique. Les Carolingiens, en tant que chrétiens radicaux, vont alors installer en Gaule une dictature religieuse et exproprier les paysans pour en faire des serfs, au nom de Dieu. Ils mettent également en place, en collaboration avec le califat d'Espagne, une traite des Gaulois réfractaires. On parle évidemment des réfractaires à leur dictature. Ces païens réfractaires sont alors déportés en esclavage dans l'Espagne musulmane et dans le monde oriental. Les Carolingiens installent même un centre de castration pour jeunes garçons à Verdun afin de fournir les harems d'Espagne. Cette horrible dynastie carolingienne est malgré tout protégée par les inquisiteurs qui ont tout fait pour occulter ces faits. Le souverain carolingien Charlemagne livre aussi une guerre de colonisation aux Saxons de Germanie. Et ce, sans respecter aucune des lois de la guerre. C'est le fameux génocide de Verdun en 782. Les Saxons vaincus n'ont qu'un choix. Le baptême ou le massacre, sur leur nuque roide, l'eau du ciel ou le fil de l'épée. Au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Les Saxons restés fidèles à Odin fuient alors au nord, où la résistance va s'organiser autour du roi du Danemark. Mais si des Saxons fuient la dictature vers le nord, c'est aussi le cas de jeunes Gaulois, là du servage et de l'endoctrinement religieux judéo-chrétien. Les plus intrépides et courageux Gaulois vont faire alors près de 1000 km pour rejoindre les libres terres du Nord au Danemark. Ce fut notamment le cas du jeune Hasting, un Gaulois originaire de Champagne. Et ce Gaulois arriva au Danemark où il va devenir un grand chef viking. Les godis odinistes du Nord vont alors organiser la riposte contre l'empire esclavagiste. Un godie, je rappelle, c'est l'équivalent d'un druide. Les godis accueillent les résistants pour former de nouvelles armées et organiser la contre-attaque. C'est le grand début du mouvement viking. Les vikings vont partir en mission sacrée pour rétablir la justice et la liberté, abolir le servage, abolir l'esclavage, rétablir la liberté religieuse, rétablir la liberté politique et la justice, c'est-à-dire rétablir les assemblées. Ou en d'autres termes, rétablir la loi du dieu Thor, le dieu de la justice. Le marteau de Thor est en effet, je le rappelle, le symbole de la justice et des assemblées locales. Sur le plan historique, les inquisiteurs ont occulté ou minimisé au maximum les conquêtes vikings. Parmi les nombreux raids vikings et leurs nombreuses prises de territoire, l'histoire d'une région prise par eux a été particulièrement réduite, c'est celle de Chartres. Si l'histoire viking de Chartres a été occultée à 95%, c'est qu'il y a une raison. Chartres fut le plus haut lieu intellectuel que l'Europe médiévale ait jamais connu, accouchant des plus belles constructions jamais édifiées en Occident, les cathédrales gothiques. Et en plus, Chartres sera l'école intellectuelle la plus brillante du Moyen-Âge, la capitale culturelle et philosophique de l'Occident.
C'est l'un de ces savants qui va inventer l'architecture gothique, une architecture révolutionnaire, surpassant tout ce qui n'avait jamais été inventé jusque-là. Notre-Dame de Chartres sera en effet la toute première grande cathédrale gothique, la pionnière en fait, quoi. C'est celle qui va donner le là pour toutes les autres. L'école de Chartres va lancer un âge d'or pour les bâtisseurs et l'architecture, un âge d'or de la construction qu'on n'avait plus connu depuis celui des pyramides d'Égypte. Et l'architecture gothique, aujourd'hui, on n'a toujours pas fait mieux. À Chartres, on étudiait la philosophie de Pythagore, de Platon. Pourtant, la philosophie était interdite par l'Église de Rome. C'est parce que l'école de Chartres n'avait rien à voir avec le monde catholique. Voilà qui dérangeait énormément les inquisiteurs. À Chartres, on célébrait la déesse mère, Notre-Dame. On célébrait Odin et les dieux celto-nordiques. Une histoire bien trop païenne pour les monothéistes. Voilà comment la fabuleuse histoire de l'Occident, celle de son dernier âge d'or, a été complètement effacée par les inquisiteurs. Des inquisiteurs orientalistes jaloux, des inquisiteurs monothéistes haineux. Car les plus belles cathédrales au monde n'ont rien à voir ni avec Jérusalem, ni avec le christianisme. Autant de vérités insupportables pour ces inquisiteurs suprématistes qui ont usé de tous les moyens existants pour faire oublier notre histoire. Et ils ont réussi malheureusement, mais seulement pour un temps qui est désormais révolu. On nous a volé notre magnifique histoire, mais la voici maintenant restituée. La prise de Chartres par les Vikings. L'année 845 fut une année décisive. Après que Ragnar ait rançonné l'empereur Charles en assiégeant Paris, le chef viking Hasting, natif de Champagne, a lui une mission hautement symbolique et spirituelle à effectuer. Libérer les esclaves gallo-saxons qui, pour avoir osé refuser la conversion au christianisme, avaient été déportés vers les camps de travail de la région de Chartres. Tous les odinistes insoumis étaient en effet soit exécutés, soit déportés. Ces esclaves restés fidèles à Odin étaient appelés colibères à cause du collier de fer qu'ils portaient autour du cou toute leur vie. L'abbaye de Coulon les traitait en effet comme du bétail. Colibère veut dire ours en collier. Les esclavagistes appelaient ces hommes ainsi pour moquer l'ours, l'animal royal et sacré de la tradition hyperboréenne. Libérer les esclaves n'était pas la seule raison pour laquelle les Vikings avaient décidé d'attaquer Chartres. Chartres était un ancien très haut lieu druidique particulièrement sacré. Il s'agissait en effet de la capitale des Carnutes, là où les druides de Gaule avaient l'habitude de se réunir avant que celle-ci soit conquise et profanée par les Romains. Et depuis, la ville était restée sous la domination de Rome, de son église et des Carolingiens. L'objectif était donc double, il fallait aussi libérer ce lieu sacré du druidisme des griffes de l'Empire. Alors que les campagnes militaires de la saison 845 sont terminées pour les célèbres chefs vikings comme Ragnar Lodbrok, Björn Lodbrok et Asgeir, Hasting va lui lancer un dernier raid à Chartres. En automne, il attaque, pille, brûle et détruit l'abbaye chartraine de Saint-Père. Mais il échoue devant la forteresse de Chartres. Qu'à cela ne tienne, il revient alors 3 ans plus tard à la rescousse avec son godit Sidrocure. Hasting s'empare alors de la forteresse de Chartres. Il libère les colibères, massacre le clergé chrétien et expulse la population chrétienne. L'évêque romain Frodbold prend la fuite, mais se noie dans l'Eure en voulant se sauver à la nage. À Chartres, Hasting et ses vikings dominaient totalement la situation territoriale. Hasting y fit migrer de nombreuses populations vikings, principalement norvégiennes. Il songeait à pérenniser sa conquête et il y parvint en l'an 863. 15 ans après la conquête, Hasting fut reconnu comte de Chartres par Charles le Chauve. Il était officiellement devenu propriétaire de la ville de Chartres et du Dunois. Cet accord avec l'empereur ne l'empêchera pas
de continuer ses raids et pillages entre Seine et Loire. C'est le début de l'histoire de Chartres la Viking, Chartres la Normande. Bienvenue à Chartres en Bios, ville normande. Chartres restera en effet normande, indépendante de Rome et de la Francie jusqu'au XIIIe siècle. Date de l'annexion de la Normandie au royaume de Francie. Mais les inquisiteurs ont fait croire qu'Hastings avait revendu le comté de Chartres juste avant sa mort vers 890. Mais des éléments archéologiques et historiques démontrent que Chartres est bien restée normande jusqu'au bout. Chartres a été le berceau du gothique, le centre intellectuel du druido-odinisme pendant toute la période médiévale. Alors là, tout de suite, une énorme preuve, une énorme divulgation, une preuve ineffaçable, irréfutable, que ces cathédrales gothiques, et en l'occurrence Chartres, qui est la plus illustre et la première d'entre toutes, sont des cathédrales vikings, construites par eux et par leurs descendants. Pour tous ceux qui ont foi dans leurs valeurs, pour tous ceux qui ont foi dans la liberté et donc dans leurs dieux et leurs déesses. Parce que cette cathédrale de Chartres, aussi énorme soit-elle, rend hommage aux martyrs du génocide de Verdun, aux martyrs odinistes du fameux génocide de Verdun, qui avait été un déclencheur des invasions vikings. Donc lors de la colonisation de la Saxe par Charlemagne et son empire, les Saxons étaient des résistants terribles, et Charlemagne, à un moment donné, les a mis devant le pied du mur. Il leur a dit, soit vous vous convertissez au christianisme, vous acceptez ma loi, vous devenez des serfs, soit on vous coupe la tête. Et il avait fait prisonnier comme ça toute une tribu. Il avait emmené tout le monde dans une clairière, et les mecs de cette tribu, tous les hommes de cette tribu, ils ont préféré se faire couper la tête que de baisser le genou et de devenir des serfs, de devenir des esclaves. Ils ont refusé la conversion, ils sont tous morts, ils se sont tous sacrifiés pour leurs idéaux. Ils ont préféré mourir en homme libre que d'accepter la condition de serf, On a vu le vrai visage de Charlemagne, on a vu le vrai visage des chrétiens, On a vu toute la laideur de ces gens qui, en réalité, n'étaient pas des religieux, sous prétexte de religion, en fait, c'était les pires tyrans qui puissent exister, Et donc, ça a fait un choc, tout le monde a été choqué, et c'est de là, en fait, qu'il va y avoir la grande impulsion viking. La grande impulsion viking va partir de là, de ce moment-là. Et on sait exactement où a eu lieu ce génocide, dans la clairière de Sarsenheim à Verdun en Allemagne. Et aujourd'hui encore on le sait puisqu'il y a même un mémorial à l'endroit exact où ça a eu lieu, un mémorial pour les victimes donc de ce massacre, comme vous pouvez le voir ici. Et donc la cathédrale de Chartres et les églises, les cathédrales en général, ils ont une orientation. Voilà, c'est-à-dire que l'autel, la cathédrale entière est alignée dans une certaine direction. Toujours vers l'est, le lever du soleil, mais également l'immense majorité des églises et des cathédrales s'orientaient plutôt vers le sud-est, ce qui permet de dire que ce serait pour révérer la Terre Sainte, parce que c'est en direction du Moyen-Orient, la Terre Sainte, Jérusalem, etc. Mais la cathédrale de Chartres, c'est une exception. La cathédrale de Chartres, la première, l'illustre cathédrale de Chartres, elle, ne pointe pas vers le sud-est, elle pointe vers le nord, vers le nord-est. Et ça, c'est inexplicable, c'est unique. La cathédrale de Chartres pointe vers le nord-est. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel spécialiste, il ne saura pas vous dire pourquoi. Alors, il y a quelques hypothèses, évidemment, mais il n'y a aucune explication réelle et valable. La vérité, c'est que la cathédrale entière, l'autel de la cathédrale, quand vous rentrez par le portail principal, vous êtes face à la clairière de Sarsenheim à Verdun, là où a eu lieu le fameux génocide des odinistes. La cathédrale rend hommage aux martyrs de la foi odinique qui ont péri ce funeste soir de l'an 782. Donc les inquisiteurs qui ont effacé tous les textes, qui ont traumatisé tout le monde, qui ont forcé les gens à oublier, à ne plus jamais répéter ces vérités historiques, et là, ils se mangent une grosse corne, comme on se dit là. Ils se sont fait corner là, mais une corne grosse comme une cathédrale. La cathédrale de Chartres elle-même est une preuve historique. Son orientation elle-même, c'est indubitable et irréfutable. Cette cathédrale est l'œuvre des Vikings et de leurs descendants. Et c'est un temple dédié à Odin, à la déesse et aux dieux. C'est une cathédrale donc, qui rend hommage aux martyrs de la foi odinique
et qui sont en réalité, parce qu'il faut voir derrière le côté religieux toujours, c'est en fait le fait politique. C'est-à-dire aux martyrs des valeurs de liberté. Voilà, ils n'ont pas voulu être des serfs, ils ont préféré mourir libres et leur sacrifice a inspiré les autres. Voilà. Là, on ne parle pas du sacrifice d'une personne, on parle du sacrifice de milliers d'hommes à la chaîne. Donc ça a inspiré les gens. Ils ont montré à quel point la liberté, ça avait de la valeur plus que la valeur de leur propre vie, quoi. Ils ont préféré mourir. Ça a inspiré d'autres personnes. Vous comprenez la puissance de leur sacrifice, en fait. C'est ça qui a déclenché la colère derrière des Vikings et qui a fait que l'humanité n'a pas terminé en esclavage. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, tout le monde aurait fini serf, quoi. Voici maintenant quelques preuves de l'identité normande et odinique de la ville de Chartres. La cathédrale de Chartres est un temple dédié aux divinités celto-nordiques. Notre-Dame est la déesse mère de l'ancienne religion druidique, qui, dans la mythologie nordique, correspond à la déesse Frigg ou Freya. Alors que la philosophie et l'astrologie étaient fermement proscrites par l'Église catholique, on retrouve sur le portail nord de la cathédrale un magnifique zodiaque astrologique. Qu'est-ce que ça fiche là? Ça n'a rien de catholique, ça. Mais tout simplement parce que c'est une cathédrale odinique et non pas chrétienne. On retrouve également un géomètre, un philosophe porte-ouest. Ce personnage, c'est officiellement Pythagore. Pythagore, lui qui fut qualifié de païen par Rome, comment un philosophe se trouverait-il sur une église chrétienne alors que l'église a proscrit la philosophie? Encore une fois, parce que c'est une cathédrale odinique et non pas catholique. Les secrets afférents à ce personnage vous seront révélés plus tard. Abonnez-vous, activez les notifications, ne ratez rien de la suite. Je rappelle que le terme odinique vient bien sûr de Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. Or, on va retrouver de nombreuses occurrences et de nombreux signes d'Odin à Notre-Dame de Chartres. Vous allez me dire d'accord, mais qui est Odin? Eh bien, Odin est personnifié par un vieux monsieur, borgne, avec un seul œil donc, qui est resté pendu pendant 9 nuits à l'arbre Yggdrasil. Pendant cette expérience où il est resté pendu, la tête en bas, attaché par les pieds, il s'est percé le corps avec sa lance. Il s'est percé lui-même avec sa lance. Et le tout pour connaître les runes. Odin, c'est le dieu des pendus. Odin est associé à la potence, puisque l'arbre fait figure de potence. Et d'ailleurs, cet arbre est souvent représenté sous la forme d'une potence ou d'un totem, d'un T. Et quand vous allez regarder les armoiries de Chartres, c'est explicite. Les armoiries de la ville de Chartres, c'est une potence, comme vous pouvez le voir, une potence sur laquelle 2 cordes sont pendues. Donc c'est la potence de Odin. Les armoiries de Chartres, c'est la potence du dieu des pendus, Odin. Dans la culture celto-nordique, il y a les runes, cette écriture un peu rustre, mais faite pour être gravée dans la pierre pour durer. Et la rune, donc le signe, si vous voulez, associé à Odin, c'est l'Odale, la rune d'Odin. Et cette Odale se trouve dans le cœur de la cathédrale de Chartres. J'ai déjà montré tout cela. Elle se trouve à plusieurs endroits, c'est flagrant. On va également retrouver une petite quantité de runes sculptées sur l'horloge de la cathédrale. On a une rune Stan, on en a même plusieurs, regardez bien, sculptées très proprement dans la pierre. On a des runes Ing, mais également des Evas. Si, regardez bien. Mais c'est sur la charpente d'époque sur laquelle on pouvait retrouver un immense nombre de signatures runiques laissées par les bâtisseurs charpentiers. Malheureusement, cette charpente d'origine est partie en fumée
exactement comme celle de Notre-Dame de Paris, mais pas de regret, celle de Notre-Dame de Chartres est partie en fumée dès le 19e siècle. Je tenais également à attirer votre attention sur un superbe triskel qui se trouve en haut de la tour nord, la tour solaire. Regardez bien cet énorme triskel magnifique. J'admets que l'angle de vue n'est pas idéal, mais que voulez-vous, j'ai fait ce que j'ai pu pour prendre une photo. Moi j'étais au sol, on voit la hauteur de cette tour, ce qui fait que l'angle n'est pas idéal. Également à Chartres, on va retrouver ce personnage qui se perce lui-même le corps avec son épée. Voilà, on a un perso qui se perce avec sa propre épée. Donc là, encore une fois, c'est une allusion à Odin qui se perce avec sa lance pour connaître les runes. Notre-Dame est la fille d'Odin. Notre-Dame est viking. À Chartres, on retrouve également une quantité impressionnante de statues à la tête brisée. Vraisemblablement parce qu'ils portaient des casques à cornes ou des casques ailés. Bref, des choses bien trop explicitement païennes pour les inquisiteurs qui ne se sont pas gênés. Et puis à Chartres, on retrouve beaucoup de corbeaux parce que Odin aussi est associé à 2 corbeaux. Il possède 2 corbeaux. Voilà, on voit souvent les corbeaux d'Odin à Chartres. L'autre animal d'Odin, c'est le loup, que l'on voit ici justement associé au corbeau. Alors si les corbeaux ont relativement bien résisté aux inquisiteurs, c'est parce qu'on prête aux corbeaux une utilité alchimique. Mais alors attention avec l'alchimie, c'est devenu un fourre-tout utilisé par les inquisiteurs pour masquer l'identité odinique des symboles des cathédrales. Maintenant, dès que vous voyez un symbole odinique, vous demandez à un spécialiste, souvent un idiot utile des inquisiteurs, il va vous dire que ce symbole, c'est de l'alchimie. Donc attention avec l'alchimie qui est devenue un fourre-tout, un masque utilisé par les inquisiteurs pour occulter l'identité authentique de ces cathédrales gothiques qui est odinique et non pas chrétienne. Ensuite, au portail central, au portail ouest, le personnage le plus haut. Et oui, il y a un personnage qui est même au-dessus de la déesse Vierge Mère. Regardez-le bien. Ça n'est absolument pas le Christ, puisqu'on voit que c'est un personnage âgé. Ce n'est pas un personnage de l'âge du Christ. Il n'est pas non plus les bras en croix. Il n'y a aucune croix. Donc, on voit que c'est pas du tout chrétien. Ce vieux personnage, on peut s'apercevoir avec un bon appareil qu'il a un œil en moins, qu'il est blessé à un œil. C'est évidemment Odin le Borgne qui se trouve au-dessus du triangle. Odin est également surnommé le Très-Haut parce que chez lui à Asgard, il possède un trône nommé Hlidskjalf qui est le trône le plus élevé au monde, qui est l'endroit le plus élevé au monde depuis lequel il peut tout voir. Odin le Très-Haut est effectivement le personnage le plus élevé de cette façade. Le triangle est associé à Odin, et notamment les fameux 3 triangles. Ceux qui connaissent la culture nordique savent que les 3 triangles, Val-Knut, c'est Odin. Ça symbolise Odin. La cathédrale de Chartres compte 3 portails, nord, ouest et sud. Au sommet de chaque portail se trouve le fameux triangle, ce qui nous fait 3 triangles, encore une fois, le Val-Knut d'Odin. Il y a également 3 portes à chacun de ces 3 portails, 3 x 3, 9. 9 portes comme pour entrer dans 9 mondes, les fameux 9 mondes de la mythologie nordique. Le chiffre 9 est de toute façon associé à Odin par le fait qu'il est resté pendu 9 nuits pour connaître les runes. Autre divinité très importante dans la mythologie nordique, en dehors d'Odin, ce sont les 3 Nornes, les 3 tisseuses. Les 3 tisseuses ont une relation alchimique avec Odin et c'est pourquoi on retrouve sous chaque triangle, à l'intérieur de chaque triangle, une Norne, puisque sur chacun des 3 portails et des 3 triangles, il y a une déesse Vierge Mère. Chacune de ces déesses incarne également donc l'une des 3 Nornes associées à Odin. Voilà encore un élément qui associe cette cathédrale à Odin, et il y en a des tas, c'est vraiment un petit échantillon. Et d'ailleurs, Maurice Guignard, dans son œuvre « Les architectes odinistes des cathédrales » nous le dit bien, les promoteurs de la cathédrale de Chartres
assignèrent au futur sanctuaire la triple mission d'enseigner, de propager et de perpétuer la foi odinique à travers les âges. Ils aménagèrent la cathédrale dans le souci exclusif du culte druido-odinique. Ils décorèrent le sanctuaire avec une iconographie druido-odinique, des bas-reliefs, des chapiteaux qui évoquaient des scènes de l'Edda. L'Edda, c'est la mythologie nordique. Chartres, c'est dans la région de la Beauce. Eh bien, la Beauce, étymologiquement, ça vient de Beoth. La Bios, comme disaient les anciens paysans, Beoth en norrois, ça veut dire la plaine plate. Donc la Beauce, ça vient de Beoth, qui veut dire plaine plate en norrois. Quant à l'évêque, le fameux évêque Fulbert, créateur de l'école de Chartres, eh bien, Fulbert, étymologiquement, ça vient de Faloubert, du norrois qui veut dire ours de la prêtresse. Les prêtresses sont très importantes dans la tradition druido-odinique. Eh bien, ce fameux Fulbert, que les inquisiteurs ont fait passer pour un évêque catholique, alors que c'était un évêque odiniste, ce Fulbert, quand on analyse toutes les lettres qu'il a adressées durant sa vie, il a adressé 113 lettres. Sur ces 113 lettres, une seule et malheureuse lettre destinée au pape de Rome. Ce qui montre bien qu'il ne faisait pas du tout partie de l'église de Rome. Par contre, la majorité de ces lettres sont adressées au duc de Normandie, au roi de Norvège, au roi du Danemark, bref, au monde normand en réalité. Ce qui montre bien que Chartres et Fulbert faisaient partie du monde normand et non pas du monde chrétien. D'autre part, cela explique pourquoi l'Église catholique n'a jamais canonisé Fulbert. Alors que Fulbert, donc créateur de l'école de Chartres, très très grande école, et que Fulbert fut reconnu un saint homme très rapidement, eh bien l'Église catholique bizarrement ne l'a jamais canonisé. C'est tout simplement parce qu'il ne faisait pas partie de leur Église. Et puis le souverain de Fulbert, on le voit bien dans ses lettres, quand il a besoin de l'autorité de son souverain, il écrit au duc de Normandie, et sinon il aurait écrit au roi de France. Par exemple, il y a une de ses lettres qui est assez significative et qui raconte bien l'histoire de Chartres à l'époque, au Moyen-Âge. Fulbert, qui veut une bonne entente avec les chrétiens, voilà, à Chartres, on est tolérant, on tolère les minorités chrétiennes. Mais la ferveur odinique de Chartres était largement supérieure. Et les odinistes n'aimaient pas les prosélytes chrétiens, et donc de temps en temps, ils leur faisaient passer un sale quart d'heure. Du coup, pour une bonne entente, Fulbert a écrit à son souverain, le duc de Normandie, Richard, de demander s'il pouvait envoyer des gens pour, entre guillemets, calmer les ardeurs odiniques et protéger un peu les prosélytes chrétiens, quoi. Bon, évidemment, ces lettres sont restées mortes. Hein. C'était des lettres c'était un peu diplomatique pour montrer sa bonne volonté. Mais en réalité, le duc Richard n'a jamais rien fait pour calmer les ardeurs odinistes, puisque lui-même, descendant de vikings de Rollon, était un odiniste. Hein. Ils sont toujours restés odinistes. Encore une fois, ce sont les inquisiteurs qui, bien plus tard, ont réécrit l'histoire en disant qu'ils étaient devenus chrétiens. Mais en réalité, pas du tout. Et évidemment, toutes ces lettres... Enfin, beaucoup de ces lettres sont écrites en norrois, et parmi donc justement les documents en norrois qu'il nous reste de Chartres et qui attestent son identité et son appartenance à la Normandie, c'est notamment les constructions, les actes notariés de construction de ponts, de portes, voilà, la porte de Rouez, la porte Guillaume, etc. Des portes qui sont construites vers 930 et voilà, bien après la soi-disant récupération de Chartres par les Français. Eh bien, ces lettres, ces actes notariés et ces ordres de construction aussi sont faits sur ordre des ducs de Normandie. Voilà, donc c'est les ducs de Normandie qui ont autorité sur Chartres. Et en plus, ce sont des actes notariés rédigés en norrois. Donc, voilà, les choses sont claires, quoi. Vous savez que ces informations sont extraordinaires, mais en même temps fondamentales. Elles sont rafraîchissantes. Elles nous changent les idées, elles nous permettent de voir le monde autrement. Et pourtant, ma chaîne, sa visibilité est réduite. Donc, diffusez au maximum cette vidéo par tous les moyens que vous connaissez. Parlez-en autour de vous. Partagez à fond. Ce serait dommage que ça ne se sache pas. C'est tellement plein d'énergie positive. Et puis, vous savez, le travail que je fais est difficile. C'est vraiment pas évident. Je suis à peu près tout seul pour faire ces vidéos.
Donc je remercie sincèrement tous ceux qui me soutiennent depuis le départ, mon entourage, l'association Pagan, ceux qui me soutiennent sur le Tipeee, le financement participatif, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Voilà, sans le soutien de tous ces gens, je pourrais pas faire ces vidéos. Donc je les remercie du fond du cœur et je leur dis, vous faites partie de la communauté, des gens qui s'éveillent à ces nouvelles connaissances, qui s'éveillent à la conscience collective de la tribu, j'ai envie de dire, de la famille d'âmes dont ils font partie finalement, et qui prennent conscience de l'importance d'avoir un passé, d'avoir une appartenance à une famille collective, avec un état d'esprit collectif. Vous savez aussi que concernant les cathédrales gothiques, j'ai écrit le livre Notre-Dame d'Odin, qui est un livre franchement qui décape, qui est un livre vraiment... Et que j'ai édité tout un tas de livres en fait dans ma petite maison d'édition qui s'appelle l'Esprit Viking, que vous trouvez sur espritviking.com. En gros, j'ai édité tous les livres que les inquisiteurs aimeraient bien brûler. Vous voyez? Donc voilà, ça, vous allez vous régaler parce que ce que vous allez trouver dans cette maison d'édition, c'est que des livres que vous ne trouvez pas ailleurs, quoi. Hein. Que des livres rafraîchissants, avec un autre regard. Des livres pour retrouver la mémoire, des livres anti-amnésie. Vous pouvez également visiter le site pagan.eu, nous rejoindre en adhérant à l'association Pagan. On a une petite communauté. Voilà, et puis je vous remercie sincèrement et j'espère que vous conscientiserez toutes ces choses comme moi je les conscientise et voir l'immense vague de bonheur que ça peut nous amener, l'immense vague émancipatrice que ça peut nous amener. Donc voilà. Je vous remercie, donc c'était Oleg de Normandie pour vous servir, mais surtout pour servir mes idéaux de justice et de vérité. Voilà, allez, la bise à tout le monde et à bientôt.